Bonjour. Oui, nous aimons toutes les confessions et tous les mémoires. Non, les écrivains ne nous ennuient pas en nous parlant de leur amour, de leur haine, de leur joie et de leur douleur. Ce fut une citation d'Anatole France. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Mohamed Mellouki, né près de Safi au Maroc. Il a enseigné la philosophie avant d'immigrer au Canada, où il obtient un master et un PhD en sociologie. Il a œuvré comme chercheur à l'Institut québécois de recherche sur la culture, à l'Université de Laval, de hautes études pédagogiques de Berne, Jura et Neuchâtel en Suisse. Certaines de ses publications scientifiques ont été traduites en anglais, espagnol, portugais, arabe et mandarin. L'enfant assiégé est son premier roman, suivi par Le chant de la huppe, qui est le tome 2, puis par La voix du chien, un recueil de nouvelles publié chez Marsam au Maroc. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Monsieur Mellouki. Enchanté. Merci d'être avec nous. Alors, donc, vous avez une carrière d'abord de chercheur pédagogique, on va dire assez polyvalente. Vous avez commencé en tant qu'enseignant-chercheur, vous avez publié des livres. Puis votre premier roman, c'est L'enfant assiégé. Un roman qui interpelle la mémoire, un roman de confession et de confidence. Dans un premier temps, le personnage se retrouve dans un lieu particulier. Il revisite l'école coranique, se rappelle de son père tout en se confiant à sa confidente, sa cousine Selwa. Justement, quelle est la finalité de l'interpellation de ce passé de votre point de vue? Bon, merci, Monsieur Benkiran. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais rappeler justement que ma carrière comme chercheur, comme intellectuel et sociologue de l'éducation a donné lieu à plusieurs publications. Donc, je vous montre seulement le produit sans commentaire. Voilà, excellent. Savoir Parfait, enseignant et idéologie réformiste, publié à l'IQRC. Excellent. Ensuite, le corps enseignant québécois de 1845 à 1992, publié en collaboration avec mon assistant, Monsieur François Melançon. Enfin, en ce qui concerne les enseignants, un livre qui porte sur cette idéologie nouvelle selon laquelle il faut professionnaliser les enseignants en leur donnant une formation un peu comme sans former les médecins, les ingénieurs, etc. Une formation professionnelle, publiée aux presses universitaires de Nancy, en collaboration avec mon collègue Bernard Wenzel. Parfait. Un ouvrage que j'ai dirigé avec mon ami et collègue Clermont Gauthier sur la formation des enseignants à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, d'accord. Très bien. À la croisée des chemins. Un ouvrage collectif également que j'ai dirigé sur une critique de la réforme, la dernière réforme de l'éducation. Ses promesses, ses ratés. De la réforme de l'éducation au Québec, voilà. Ah oui, avec ses promesses et ses ratés. Et dans un autre domaine, un autre volet de mes publications, c'est sur l'éducation et la culture. Un petit ouvrage publié avec la collaboration de mon collègue Clermont Gauthier, toujours. D'accord. Et celui-ci en fait, il s'agissait d'un ouvrage que j'avais élaboré pour donner un cours sur l'éducation en milieu interculturel à l'Université Laval, un cours qui était... La rencontre, oui, essai sur la communication et l'éducation en milieu interculturel. Voilà. Très bien. Pas plus que ça. Alors, excellent. Puis après, vous êtes passé à la littérature, justement, avec L'enfant assiégé, votre premier roman. Donc, vous avez commencé par cette interpellation du passé. Je vous en prie. Oui, pour revenir donc à cette interpellation du passé, qui est fait, en fait, il s'agit en fait de L'enfant assiégé, le premier tome du diptyque Le lieu de soi. Cette interpellation dont vous parlez, je dirais ceci. Que vous vous référiez à Freud ou à Marx, pour n'évoquer que ces deux-là, nous sommes tous façonnés par notre passé. Fadi, narrateur et personnage principal du roman, bien plus que beaucoup d'autres.
Au cours de son retour à son pays natal, le Maroc, il essayera Mhm. de déterrer ce qui dans ce passé lui cause ce mélange de souffrance, de tristesse, de mélancolie qui ne le quitte jamais D'accord. et s'accentue avec le temps qui passe. D'accord. Donc, Des au lieux, fur et à mesure des années. Mhm. c'est ça, des lieux qu'il visitera, des personnages Mhm. qu'il rencontre, des personnes qu'il rencontrera et Mhm. interrogera, de l'analyse que sa cousine Salwa l'aidera à faire, Fadi Mhm. prendra conscience des traumas qu'il traîne en lui depuis, depuis sa tendre enfance. Alors, justement, Des traumas, oui, des traumas oui, qui ce que je renvoient à voulais la dire, vie. Simeloki, au fil des années, avec le temps, il éprouve aussi une honte et il le confie à Selwa, donc une honte qui le poursuit comme s'il y a une insatisfaction qui ne le quitte pas. Et là, cette insatisfaction par rapport à sa réussite professionnelle, on dirait que dans le fond, c'est comme une contradiction. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous percevez qu'il y a une contradiction à ce niveau? Euh, la honte et la culpabilité qu'éprouve Fadi sont tributaires de la compréhension primitive qu'il a Mhm. de sa propre histoire. Une Mhm. compréhension qui fait sentir les gens comme lui, qui ont subi des agressions sexuelles, responsables de leur propre malheur. Mhm. Fadi s'est souvent demandé pourquoi je n'ai rien fait pour me défendre, jusqu'à ce Oui. que sa cousine Salwa lui prouve le contraire lors de la soirée qu'ils ont passée ensemble à sa fille. Et elle Mhm. s'était toujours défendue, lui rappela-t-elle, et puis elle n'était qu'un enfant manipulé par des adultes pervers et retors. Oui. Je pense qu'il n'y a pas contradiction dans l'analyse que fait Fadi de son Mhm. histoire. La réussite professionnelle, la sienne, sa souffrance font, sont de deux ordres différents. Nous avons à présent des témoignages de plus en plus nombreux avec MeToo et avec les différents scandales impliquant des personnalités connues du monde Mhm. clérical, des témoignages montrant qu'aucun trauma dû à la violence et aux abus sexuels du genre que Fadi a subi ne peut être sublimé par quelque réussite que ce soit. Très bien. Par Alors, conséquent, on va rebondir par sur cette conséquent, question. il n'est pas Non, étonnant on va rebondir à Loki sur cette oui. question après la pause publicitaire. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité de ce jeudi, monsieur Mohamed Melouki. On a commencé dans un premier temps à parler de l'enfant assiégé, qui est plus ou moins le tome 1. Donc, on va continuer à en parler. Alors, justement, au fil de ma lecture, j'ai remarqué aussi qu'il y a comme un règlement de compte avec le père, ce père, on va dire plus ou moins autoritaire, qui avait mis donc son enfant entre des mains justement qui sont peu recommandables et ça n'a fait qu'engendrer une certaine souffrance. Alors, est-ce qu'il a quand même réussi à un certain apaisement en se confiant à ces lois justement? Oui, en tout cas, c'est ce qu'elle a dit à Salwa. Elle était revenue Mhm. au pays pour déterrer son père, faire son procès et l'enterrer à jamais. Un Mhm. père qui a été très violent avec lui alors qu'il était enfant, qui a fermé les yeux sur ce qui lui arrivait à l'école coranique malgré les tentatives de Fadi pour Mhm. l'avertir. Un père qui continuait à hanter ses nuits dans ses cauchemars. En Mhm. outre, il est vrai que le personnage de Fadi est porteur de deux référents culturels qui marquent son identité d'une sorte d'ambivalence. Dans la Mhm. culture marocaine, paysanne, dont il est issu, la violence maternelle et les abus sexuels étaient presque des phénomènes ordinaires dans les années 50 et 60 du siècle Mhm. dernier. Dans le Québec moderne où vit Fadi, on met à jour les côtés sombres d'hommes honorables, des prêtres qui faisaient la fierté de leur communauté, des hommes qui ont perpétré des abus sexuels sur des enfants qui leur ont été Mhm. confiés. Fadi fut choqué par ces scandales qui le remettaient dans sa propre histoire. L'entité Fadi, le soi Fadi, a été ébranlé grâce
entre autres à ce chevauchement sur deux identités. Mhm. Alors, Fadi, justement, mhm, Fadi est je vous en prie. conscient, Mhm, Fadi a une conscience aiguë de cette ambivalence. À la page 163 de l'enfant assiégé, en mhm, parlant de son héritage culturel, il dit à sa loi, oh, ce fond culturel, on m'a appris à en avoir honte très tôt à Salé et de manière tout à fait explicite. Une honte exacerbée par le décalage culturel dans lequel je me démène depuis 20 ans. Imagine, Salwa, imagine-moi pousser dans mes actions, mes conceptions, mes perceptions et mes relations à me mhm. conformer à des schèmes culturels d'un monde que je renie et maudis intérieurement. Très bien. Alors, parfait, Sylvain Loki. Donc, Selwa, justement, lui a parlé de ce chemin de la réconciliation vers soi et il va la retrouver justement dans le tome 2 que voici, mesdames et messieurs, le chant de la huppe qui est une continuité, on va dire, de l'enfant assiégé. Alors, dans le début, bon, le personnage, il est dans la continuité de son cheminement. Il rencontre un autre personnage, Zwina. Zwina qui veut dire en arabe belle. Et puis il entreprend avec elle une fascinante aventure qui est celle du tatouage. Que symbolise pour vous justement cette expérience du tatouage? Oui, le tatouage. Vous savez, tout rapport le moindrement prégnant et Mhm, l'expérience narrée ici l'été laisse ses traces, des tatouages plus ou moins permanents dans la personnalité des partenaires. Cette mhm, scène de tatouage donne l'occasion à Zuina et à Fadi, chacun à sa manière et selon son propre registre culturel, d'évoquer comment des expériences antérieures les avaient marqués. Au cours de ces évocations, on voit poindre ce qui les fascine et effraie à la fois, ce qui les lie et les oppose, ce qui les attire et les repousse. Zuina se révèle impitoyable, mais impitoyable, justement, raciste et castratrice. très bien. Fadi, Mais excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que avec le temps, il va tuer cette femme et c'est-à-dire que il n'y a pas le détail justement de cette tuerie, mais quand il va sortir de la prison, il y a une description d'une scène justement où son fils, l'un de ses fils, lui demande pourquoi tu as tué cette femme. Mais justement, est-ce qu'il avait besoin, ce personnage, de tuer Zuina et de rentrer en prison? Est-ce qu'il avait vraiment, est-ce qu'il était dans le besoin justement de tuer? Pourquoi il l'a fait? en tout cas, c'est ce qui est arrivé, monsieur Bekiran. Mhm, Et pourquoi a-t-il tué Zuina? C'est la question qui n'a cessé de le tarauder mhm, pendant toutes les années qu'il a passées en incarcération et pendant les 5 années qu'a duré la préparation et la rédaction de son histoire de vie, de son autobiographie. Euh, Voici ce qu'il répond à Salwa quand il l'interroge à ce sujet après mhm, avoir lu le lieu de soi. Je mhm, peux encore une fois évoquer les traumatismes et les violences que j'ai subies dans mon enfance et mon adolescence, les injustices et les détractions auxquelles j'ai dû faire face dans ce pays et dans l'arrogance et le mépris de la haine et la haine raciale de Zuina ont suramplifié la toxicité cette nuit-là, mais cela mhm. n'explique pas le meurtre. Cela ne dit rien non plus de l'état dans lequel je me suis trouvé, de l'épouvante qui s'était emparée de moi, du désordre émotionnel qui a pris possession de mon être et m'a conduit à agir de manière que je ne comprendrai jamais. Je me Donc, rappelle il a seulement, tué, il a commis son meurtre, donc de manière peut-être même non préméditée, et il ne comprendrait pas ça. Mais dans l'épilogue, les ailes de la huppe surgissent comme pour porter le personnage bien loin. Pourquoi la huppe? Pourquoi cet animal, ce oiseau? Qu'est-ce qu'il symbolise? Quelle est la finalité normalement? Est-ce que justement pour montrer qu'il est comme condamné à l'oubli et la réconciliation avec euh, soi-même? Fadi, comme vous l'avez compris, a une longue histoire avec l'oiseau mythique, Mhm, qui est toujours là pour le tirer de ses cauchemars.
Et Dieu Très sait bien. s'il en a fait et continue à en faire pour être reconnaissant à la huppe. La huppe est un oiseau sacré, le seul qui, selon Farid ad-Din ibn Attar, connaissait le chemin vers le lointain pays de Simor, Mhm. le roi des oiseaux. Le même chemin long et périlleux que le mythique doit franchir pour atteindre la connaissance parfaite et l'apaisement de son âme tourmentée. Très bien, Simloki, on va faire une pause et on va revenir avec vous, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres chez Ici Télévision, avec notre invité, Si Mohamed Mloki, avec lequel on parle de ces 3 livres, L'enfant assiégé. On vient de parler du chant de la huppe. J'enchaîne avec La voix du chien, un recueil de nouvelles de romans et un recueil de nouvelles, voyez-vous. La voix du chien comporte 4 nouvelles. Il y a des personnages qui sont dans une quête identitaire, qui tentent désespérément de dénouer les nœuds de leur passé. Qu'est-ce qui rapproche ces personnages comme Aziz, Nargis dans la nouvelle La Cause et des personnages comme Mansour, Hicham, Nora dans la Métamorphose du Souaf? Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les sépare pour vous, c'est Loki? Dans mon esprit, il s'agit de destins croisés, de manière ou d'une autre, contrariés ou inaboutis. Dans la cause, Mhm. Aziz est leader militant à la tête de l'Union des étudiants marocains et Oui, il fait passer Nargis pour sa femme, puisqu'ils ne peuvent pas vivre en concubinage dans le Maroc musulman, laquelle on ne l'apprendra qu'à la fin du récit, tient une relation secrète avec Farid. Ce que ces deux-là ont manigancé et fait les poursuivra jusqu'au Canada, aujourd'hui, où ils sont installés. Il y a un autre personnage important dans cette nouvelle, le mhm. Mécois, agent double du Oui, pouvoir, c'est ça. espion, chantre religieux et marchand de livres. Au début des années 1970, le Mécois a joué un rôle crucial dans le sort qui sera réservé à certains militants étudiants comme Aziz, Farid et Nargis. Dans la métamorphose du Sous-Off, Mansour accomplit le sale boulot que lui confie Sa Majesté. Dans le lot de ceux qu'il a torturés ou dont il a abrégé l'existence, se trouvait Nidal, son ancien ami de fac, qui l'avait hébergé et soutenu durant ses études à la fac. Très bien. Nidal est un, Mhm. Nidal est un militant dans le rayonnement national et international, grandit de jour en jour dans un climat où les dictatures se sentent menacées par des rebelles comme lui. Arrêté et séquestré dans un lieu secret, Mansour est chargé de son interrogatoire, mais victime de ses instincts sanguinaires, il commet une grave bavure dont son maître lui ordonne de réparer. Son exil au Canada le remet dans son propre drame lorsqu'il comprend le dessein occulte de son maître et en découvrant Nora dans l'adresse que le service lui a fournie, Nora, l'épouse du défunt Nidal et mère de ses enfants. Très bien. Alors, Selwa revient dans ce recueil de nouvelles. Peut-être on a l'impression qu'elle revient à travers plusieurs personnages, comme Sadia. Donc, elle revient surtout dans l'honneur de la tribu. Et est-ce qu'on parle dans le fond d'une certaine impunité empreinte d'injustice à travers l'histoire, d'un viol tout simplement, parce que l'histoire, justement, l'épilogue de l'honneur de la tribu finit par un viol. Puis j'aimerais savoir dans quel sens cette histoire complète la vôtre, Sinloki. Vous l'avez mentionné dans le Oui, recueil de oui, oui. nouvelles. Ouais. Ben à l'origine, cette nouvelle faisait partie du diptyque Le lieu de soi. Dans Mhm. le tout, ne constituait qu'un seul roman. Seules les recommandations de l'éditeur, cette partie a été retranchée du manuscrit qui fut publié en 2 tomes. Dans Mhm. l'esprit de l'auteur, l'histoire de Salwa, une histoire vraie, représente le pendant ou la contrepartie de la sienne propre. Comme lui, Salwa fut abusé sexuellement dès son enfance, comme lui, il a été élevé loin de sa famille, comme lui, elle a goûté à la brutalité des hommes, comme lui, elle a immigré au Canada pour laisser derrière elle un passé douloureux. Dans le Maroc de la bigoterie et de refoulement sexuel, le destin des enfants, qu'ils soient garçons ou filles, est soumis aux instincts bestiaux des hommes. Enfin, on se souvient que sa loi avait fait lire à Fadi le compte rendu C'est de ça. son histoire avant que celui-ci ne termine la rédaction de la sienne. Cette Tout à lecture fait. Ça, lui c'est a quand ils étaient à Montréal.
Bien Non, avant, il a lu son histoire avant. bien avant. Cette lecture lui a fait prendre conscience que son propre drame n'était rien comparé à celui de sa cousine et de beaucoup Mhm. de jeunes filles et de femmes marocaines. Cette prise de conscience lui a insufflé ce qu'il fallait d'intelligence pour cesser de se lamenter sur son sort et d'entrevoir l'ampleur du phénomène du viol et de violence au Maroc. Il réalise qu'il n'était pas le seul à y avoir été exposé, et cela, paradoxalement, l'a rascerné. Et c'est une révélation aussi. Puis, dans la nouvelle La Voix du chien, le chien est là comme le chien errant. Il y a une réplique du maître qui dit, c'est ça le problème avec les chiens, ils sont envahissants. Je ne sais pas si cette réplique interpelle justement tout ce qui est migrant, ces migrants, mais il nous reste à peu près une minute. Je vais vous laisser clôturer à ce niveau par la Oui, oui, conclusion oui, que oui, vous oui, voulez nous oui. fournir. Je vous en prie. Oui, je dois d'abord vous dire, parce que vous m'avez Oui. posé la question par écrit, Mhm. que le chien symbolise dans ma tête un petit peu le héros d'une sorte d'allégorie moderne. Hein, D'accord. ou contrairement au Don Quichotte de Cervantes, il accomplit sans lever le petit doigt des victoires dans son long et périlleux combat contre l'homme, son éternel ennemi devenu avec le temps un ami. Euh, pour le reste, pourquoi, euh, euh, pourquoi on a dit que le chien était envahissant? Ben, je Mhm. peux vous lire un passage où en fait, l'auteur explique, mais Alors malheureusement, ce parce qu'il ne vocable reste dans pas son beaucoup de temps, D'accord, on va juste d'accord. abréger, si vous permettez, avec une conclusion, Simloki. Oui, alors en conclusion, Monsieur Binkiran, j'aimerais Mhm, souligner que notre entretien a tourné surtout autour des personnages du roman et des nouvelles. Je dois mhm, signaler au lecteur que le contexte social et politique dans lequel se meuvent les personnages est aussi mhm. important que la trame de leur vie d'enfants, d'hommes et de femmes, traversés par leurs sentiments propres à leur âge et par les tensions inhérentes à leur époque. On le comprendra, ces hommes et ces femmes ont aimé, souffert et tenté de maîtriser un destin dont ils n'étaient pas toujours les maîtres, dans un pays où la dictature régnait en maître absolu, la dictature politique bien entendu, mais aussi la dictature du carcan de la tradition et d'une religion dépouillée de son sens premier de spiritualité et d'amour pour l'autre. C'est tout à votre honneur. L'enfant assiégé, mesdames et messieurs, de Mohamed Millouki. Le chant de la huppe, tome 2 et la voix du chien chez les éditions Marsam. J'imagine qu'ils sont sur Amazon, qu'ils sont donc disponibles. Oui. Les gens peuvent aller les Et, consulter. Oui, un dernier mot. et ils sont aussi disponibles dans quelques librairies ici dans la ville de Oui, Québec, mais aussi à Montréal, dans les librairies et dans les bibliothèques de l'Université de l'UQAM et puis d'autres bibliothèques publiques. très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation, si Mohamed El Mellouki. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.